Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Une nouvelle date dans le processus de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. La commission des lois a reçu le dossier et va se réunir dès lundi prochain. Depuis ce scandale impliquant le leader politique Ousmane Sonko, les salles de massage sont au cœur de la polémique. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels du secteur. Regrets et désolation, leur activité traverse une période de forte turbulence. À suivre également, l'une des conséquences du couvre-feu, dîner d'or n'est plus possible. Beaucoup de Sénégalais ont vu leurs habitudes alimentaires changer. Leur témoignage. Comme prévu, l'Assemblée nationale s'est réunie ce jeudi. La procédure de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko est officiellement enclenchée. La conférence des présidents a transmis le dossier à la commission des lois et cette dernière va se réunir dès lundi prochain. Quelle sera alors la suite de la procédure? Cheikh Bara Dolly nous explique qu'il est le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Réunion de bureau bi 17 membres ñoo teew 17 membres yooyu 2 ñoo ko voté wul 15 yi dañu ko voté jàllale nañ ko bi ñu paree amal nañ conférence des présidents. Nous étions 17 membres présents à la réunion du bureau. Parmi ces 17, 15 ont voté pour l'adoption. 2 n'ont pas voté. Nous avons par la suite tenu la conférence des présidents. Nous avons décidé de la mise en place de la commission ad hoc ce lundi 15 février prochain, qui sera composée de 11 membres, 8 de la majorité, 2 membres du groupe parlementaire du PDS et 1 membre issu des non-inscrits. Après cette étape, s'en suivra une plénière prévue le 17 février prochain. Nous allons auditionner le président Ousmane Sonko. Il a le droit de répondre ou pas à notre convocation. Il a également le droit de venir accompagné de son avocat ou d'un député qui fera office d'avocat. En somme, c'est ce qui a été décidé lors de ces 2 réunions. Il faut dire aussi que le président Moustapha Niasse ne nous a présenté aucun document comme preuve justificative de la culpabilité d'Ousmane Sonko. Il a seulement lu les 3 lettres, c'est-à-dire celle du ministre de la Justice, garde des Sceaux, celle du procureur et celle du juge d'instruction du tribunal hors classe de Dakar, raison pour laquelle nous, les 2 députés de l'opposition, ne l'avons pas voté, mais les 15 députés de la majorité l'ont voté. Par rapport à la lettre que les avocats de Sonko ont adressée au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ce dernier soutient qu'il ne va pas y répondre, car selon lui, ce sont soit le garde des Sceaux, soit le procureur ou le juge d'instruction qui sont les vrais destinataires de cette lettre. ñañu ko waroon a bind mooy procureur wala garde des Sceaux wala juge d'instruction mais moom du moom mooy jël yooyu moom mooy recevoir yooyu lettre. Et dans ce scandale, tous les projecteurs sont tournés vers les salons de massage. Une période difficile donc pour les professionnels du métier qui s'en désolent d'ailleurs. Moins de fréquentation, chiffre d'affaires en baisse. Ces professionnels se sont confiés à nos reporters Aïssatou Diak avec Moussa Fall. Avec la prolifération des salons de massage, le milieu connaîtrait une intrusion non négligeable de prostituées clandestines. Les professionnels du métier déplorent le constat. Ça me touche et me désole en tant que professionnel du métier. C'est déplorant car nous ne connaissons que ce métier, c'est notre gagne-pain. Depuis notre tendre jeunesse, nous nous affrétons à cette profession, donc c'est normal que nous puissions déplorer cette situation. La clientèle n'est plus assidue. Cela impacte vraiment notre chiffre d'affaires. Avant, des femmes, jeunes filles et couples venaient se faire masser. Malheureusement, maintenant, ils ont peur de venir dans le salon de massage, mais ceci ne va pas nous faire flancher. Pourtant, la massothérapie est un bienfait thérapique pour améliorer le bien-être des personnes. Les salons de massage veillent au bien-être des clients. On accueille ceux qui ont des douleurs dorsales, des patients sur prescription d'un médecin et aussi ceux qui font des soins de visage et du corps.
Pratiquement dans tous les quartiers de Dakar, nous retrouvons des salons de massage. Des lieux qui sont sous les feux de la rampe depuis l'éclatement de cette affaire de viol présumé contre Ousmane Sonko. Une affaire qui est loin de connaître son épilogue, mais qui a des conséquences sur le chiffre d'affaires de ces salons. Merci à cette aucun autre chose. Un litige foncier en vue à Rufisque. Le Conseil des notables Lébou du Grand Cap dénonce des lotissements irréguliers à Niakhirat Ndioben alors que le site fait partie de la commune de Bambilor. Le secrétaire général du Conseil des notaires Lébou invite le chef de l'État Macky Sall à trancher. Mamadou Diop Tchoun répond à Tababakar Sek. Ces événements que nous soulignons sont dans le foncier convoité par le maire ministre Omar Gueye, dont l'objectif est de s'accaparer de la zone de Ndiakhera Dig, qui se trouve dans la compétence territoriale du maire de Bambilor, le député Nguyen Diop. Cette attitude inamicale et déloyale du maire Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, appréciée comme une atteinte à la communauté lébou, du fait des manœuvres commanditées en direction des patrimoines de la collectivité lébou, interpelle M. le Président de la République Macky Sall à trancher définitivement cette situation du foncier. Les lotissements illégaux qui s'opèrent dans le périmètre de Ndiakhirat Ndioben, commune de Sangalkam, ne peuvent pas être étalés dans la commune de Bambilor. À la suite de l'opposition de M. Omar Gueye au lotissement autorisé sur le site dénommé Khalou Djoula, zone de Ndiakhirat Dig, commune de Bambilor, le service de l'urbanisme départemental de Rufisque avait conclu que l'ancienne équipe de la communauté rurale de Sangalkam avait fait des actes de lotissement dans l'illégalité. Tout le patrimoine de la collectivité Lébou est accaparé par des actes posés dans une illégalité de procédure. Le moment est venu d'établir la vérité, car ce qui nous agresse dans notre patrimoine doit être mis au banc des accusés, en commençant par le capot, le bourreau du foncier de Rufisque, Mamour Diallo. Des terres 1451 et autres précités, avec les dénonciations des délibérations de Omar Gueye au premier chef dans ce 1451. Et nous en parlions hier, l'armée sénégalaise est en train de mener des opérations de sécurisation dans le sud du pays. Elle a mis la main sur des bases rebelles et des rumeurs circulent sur ces opérations. Des rumeurs selon lesquelles 7 militaires sénégalais auraient été tués dans une embuscade au nord Sindian. La DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, a sorti un communiqué pour démentir ces allégations. Et selon donc la DIRPA, durant des opérations en cours en zone militaire numéro 5 à Ziguinchor, les armées n'ont dénombré qu'un seul blessé et l'incident est survenu le 3 février 2021. Et toujours selon le communiqué, un autre incident a opposé une patrouille militaire à 3 éléments armés le 6 février 2021 dans le nord Sindian. Présent le bulletin santé du jour. Le coronavirus a fait 12 morts, 393 nouvelles contaminations sur un total de 2860 tests réalisés. 246 patients ont été déclarés guéris et 56 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Et c'est l'un des titres de ce jeudi, une des nombreuses conséquences du couvre-feu fixé de 21h à 5h du matin à Dakar et à Thiès. Beaucoup ont vu leurs habitudes alimentaires changer. Ils avaient l'habitude d'acheter à manger le soir dehors et ce n'est plus possible. Quelles sont leurs alternatives? Réponse avec notre reporter Omar Khan. Il est déjà 21h. Autour de ce restaurant fast-food, beaucoup de jeunes attendent leur commande. Sandwich ou hamburger pour la plupart, hors de question pour eux de rentrer sans ramener de quoi manger. Je suis venu acheter un hamburger. Oui, c'est vrai qu'on est déjà dans l'heure du couvre-feu, mais il faut qu'on sorte acheter de quoi manger. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'en profiter pour acheter des sandwichs pour manger et tout, à cause du couvre-feu et tout. Avec les problèmes de transport et tout, c'est vraiment difficile quoi. Donc on en profite pour acheter à manger et rentrer chez nous. Une situation quasi habituelle, nous dit le propriétaire du restaurant. Lui et ses employés sont obligés de trouver des astuces, quitte à mordre un peu sur l'heure du début du couvre-feu. 1 heure de temps avant l'heure. On est débordé. On n'a plus de temps
Les gens viennent en masse. On s'organise avant, dans la journée. On fait une mise en place, de telle manière que chaque personne qui vient, on vous livre. Je paye, on vous livre. Un couvre-feu qui a déjà fini de changer les habitudes alimentaires de certains, obligés de se contenter d'un sandwich ou d'un burger. J'avais l'habitude de manger de la viande que j'achète à la débiterie, mais là, je me contente d'un burger ou d'un sandwich. J'ai l'habitude de manger avec ma famille, à table avec ma famille, manger, rester avec ma famille, discuter avec ma mère, discuter avec mon frère, ma belle-sœur, voilà, ma nièce et tout. Voilà, je me contente du sandwich parce que voilà, demain je dois me lever tôt le matin pour aller travailler. Acheter de quoi manger pour ne pas dormir le ventre vide, mais aussi presser le pas pour ne pas se faire arrêter par les forces de l'ordre. Allons maintenant à Kaolack. Les motos Jakarta sont sans doute le décor qui attire le plus l'attention. Confrontés au chômage, les jeunes se tournent vers cette activité notamment. Est-elle rentable? Correspondance à Damassar et Satumbaï. La ville de Kaolack est considérée comme l'une des capitales des mototaxis. Ici, l'utilité de ce moyen de transport est considérable pour les jeunes. Les jeunes n'ont pas où aller. Toutes les usines sont fermées actuellement. C'est pratiquement à Kaolack. Donc, c'est les motos Jakarta. Et puis, pour vous dire une chose, les motos Jakarta, c'est un créneau d'emploi. C'est un créneau d'emploi. Parce qu'il y a des responsables de famille. Il y a des gens qui œuvrent sur les motos Jakarta, qui payent leurs scolarités. De l'avis de Mamadou Ning, la moto Jakarta est sécurisée. Cependant, selon lui, la plupart des accidents sont causés par le fait que tout le monde se tourne vers la moto Jakarta à cause du chômage. Pour nous qui ont l'habitude de conduire ces motos, nous n'avons rien à craindre parce qu'on sait conduire. Le problème, c'est les gens qui ont envahi le secteur à cause du chômage. Ces personnes ne savent pas conduire ces motos Jakarta, alors ce sont elles qui causent les accidents. Ibrahima Thiam liste les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vraiment, on a un problème d'abonnement aussi. Parce que tu payes un niveau vélo, on dit qu'il faut que tu payes abonnement 7 000 francs. À part ça, chaque fin du mois, tu payes 2 000 francs. Vraiment, ça aussi, ça nous fatigue. On peut payer. Et ça, le problème, c'est quoi? C'est le temps, c'est dur. C'est tellement dur, tu ne peux pas, même l'argent de versement, même pour voir, même pas jouer ces problèmes. Tu vois, non? Pour gagner l'argent, tu dépends de ta famille aussi, c'est la même chose, c'est le problème. Vraiment, on est fatigué dans ça aussi. Les mototaxis communément appelés moto Jakarta font partie du décor de la capitale du Saloum. Aujourd'hui, ce secteur emploie des centaines de jeunes. Le vice-président de la Suisse est à Dakar depuis hier, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de coopération entre la Suisse et des pays africains. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aminata Aïssata Tall Sall, a reçu cette délégation aujourd'hui, compte rendu à Boutedissau. Consolider et renforcer les relations aussi bien bilatérales que multilatérales à travers divers domaines, tel est le souhait des deux États. Souhait matérialisé au cours de cette visite du vice-président suisse au Sénégal, considéré par la Confédération suisse comme un pays lion. Les autorités sénégalaises saluent l'exemplarité de cette relation et parlent de divers domaines de coopération en perspective. Ce dont nous sommes le plus contents dans le cadre de cette stratégie, c'est le choix porté par la Suisse sur notre pays, le Sénégal, qui est considéré comme une lionne, un lion comme on dit ici, dans le cadre du développement économique. Le Sénégal s'honore d'avoir cette place et nous allons, dans ce cadre-là, travailler encore au renforcement de notre coopération économique qui est déjà important, mais que nous pouvons encore porter plus haut. La Suisse sera à nos côtés pour mettre en place au Sénégal de l'énergie verte et de l'énergie propre, également un accord sur les transports aériens pour qu'il y ait encore beaucoup plus de flux entre la Suisse et le Sénégal. Monsieur Ignacio Cassis, vice-président de la Fédération suisse et chef du département fédéral des affaires étrangères, se félicite de l'excellence des relations entre les deux pays et souligne
les atouts du Sénégal dans leur nouvelle perspective Afrique. Nous avons souligné ces relations bilatérales de longue haleine, mais aussi cette nouvelle relation sur le plan multilatéral. Le Sénégal qui va assumer la présidence de l'Union africaine et la Suisse qui désire jouer un rôle de plus forte présence. Nous venons de signer un accord sur les services aériens pour que des avions puissent voler le plus tôt possible entre Genève et Dakar. Nous avons au Sénégal un partenaire stable qui joue un rôle majeur dans la sécurité régionale, qui est un hub de stabilité et de sécurité. Et pour nous, c'est très important. Les deux délégations ont passé en revue la riche coopération entre le Sénégal et la Suisse qui remonte à 1928 et se poursuit jusqu'à nos jours, aussi bien dans les relations bilatérales que multilatérales. On retiendra également dans l'actualité de ce jeudi la distinction aux États-Unis de la Sénégalaise Mariam Ngom. À 31 ans, elle est titulaire d'un doctorat en mathématiques et elle figure désormais parmi les 28 mathématiciens noirs nominés par le réseau des minorités en sciences mathématiques. Quelques notes de sport dans ce journal tournoi UFOA. Le Sénégal a battu cet après-midi la Guinée-Bissau, score 4-0. Les Lionceaux décrochent ainsi leur ticket pour la grande finale du tournoi de l'UFOA A et une place en phase finale de la CAN des moins de 17 ans. Une finale prévue au mois de mars prochain au Maroc. Toujours en sport, cette interrogation, comment améliorer la gestion du football africain? Tous les acteurs du ballon rond, sans exception, sont invités à partager leurs idées et leurs contributions. Dakar abrite actuellement une rencontre censée durer 4 jours sur la question. Diamel Faye est le directeur de Diapo Sport au micro de Barasso. Il est revenu sur l'importance de cette initiative. On l'écoute. Parce que notre motto, c'est de contribuer au développement de l'Afrique par le sport. Et donc, aujourd'hui, d'avoir presque 50 intervenants qui viennent du monde entier, qui acceptent de répondre à notre invitation, des ministres, à des anciens joueurs, à des joueurs en activité. Il y en a qui sont encore dans des clubs professionnels qui ont accepté de venir nous parler. Ça veut dire qu'on a une certaine crédibilité, qu'on veut grandir avec tout le monde. Et j'insiste vraiment avec tout le monde. Nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes ouverts à l'échange. Et cet échange doit être un pont fédérateur pour développer le football. Le football n'appartient à personne, il nous appartient à tous, les parents, les joueurs, les sponsors. C'est à nous de mettre ensemble un véritable écosystème pour que l'Afrique n'a jamais soulevé une Coupe du Monde. On a eu à gagner des Coupes du Monde U17, U19, mais ça s'arrête là. On doit se poser la question, pourquoi? Pourquoi la Coupe du Monde ne s'arrête pas chez nous? Parce qu'il y a une organisation qu'on doit mettre en place. On a un potentiel énorme, il faut l'exploiter. Fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la totale tout de suite avec Cheikh Hassan Fall.